L'arrivée d'Europe de la première machine a été pour le moins une étrange aventure. Au début, sa présence a agi bizarrement sur la population. Tout comme pour Youssef, la moissonneuse a polarisé l'intérêt des gens pour cet outil venu d'on ne sait où et qui remplace avantageusement le travail de l'homme. Les prouesses techniques de la machine ont conquis tout le monde. Au sentiment de curiosité s'est mêlée une fierté mal contenue. On était satisfait en effet que ce soit monsieur Marcel, et non un colon éloigné, qui ait acquis l'engin. On était heureux d'avoir monsieur Marcel comme voisin. On était content que les retombées bénéfiques n'aillent pas se perdre ailleurs. Et puis cette machine était la preuve tangible d'un avenir meilleur. On était optimiste. Il y aurait peut-être du travail et de la semoule pour tout le monde. Monsieur Marcel n'aurait pas commis l'imprudence de l'acheter si les affaires étaient si mauvaises. C'était connu. Monsieur Marcel était un homme économe et plein de bon sens. Le temps d'un rêve insolite et l'espoir a terrassé la raison des plus sages. Pendant plus d'un mois, sans interruption, des groupes de gens sont venus sur les hauteurs de la ferme pour admirer cette merveilleuse et énigmatique machine. Le monstre métallique étalait sa superbe aux quatre coins du pays. On admirait, on louait ses exploits et son prix faramineux. On priait presque sur son nom. Tout le monde n'avait qu'un souhait, être présent le jour où il mettrait en œuvre ses gigantesques muscles d'acier. Personne ne soupçonna les conséquences de la présence de cette moissonneuse-batteuse sur la vie de la région. On préféra palabrer sur les formes, les couleurs, les performances, le maniement ou la consommation en carburant de cette monumentale machine. Très vite, les rêves nés d'une machine inerte se transformèrent en un véritable cauchemar dans les douars avoisinants. Dès que cette moissonneuse-batteuse entreprit de montrer ce qu'elle savait faire, ce fut la consternation. Cette année-là, et contrairement à l'usage, monsieur Marcel n'avait pas fait le plein en travailleurs saisonniers. Les douars en comprirent aussitôt la raison. La machine remplaçait à elle seule une centaine d'ouvriers saisonniers. Elle supprimait du même coup les revenus vitaux de dizaines de familles qui vivaient d'une année sur l'autre dans l'attente de la récolte. Chaque fois qu'elle fonctionnait, cela signifiait que l'hiver suivant, des familles auraient faim et froid. Et le cauchemar devint un drame lorsque M. Marcel compléta son parc en achetant 2 autres engins semblables. Curieusement, personne ne s'en est pris à ces machines infernales. Et nul ne tint rigueur à M. Marcel de l'avoir plongé un peu plus dans la misère. On se lamenta sur la fatalité, le mauvais œil qui avait dévoyé le cours du destin, et surtout parce qu'on ne savait rien faire d'autre que de pleurer sur son malheur. Quelques voix, celles des nationalistes algériens, s'élevèrent pour dénoncer avec vigueur les méfaits du colonialisme. Mais il n'y eut aucune réaction notable. Il était trop tard. L'irréparable était arrivé, et les paysans savaient qu'ils ne pourraient plus retourner aux champs anciens, au temps ancien.
Dorénavant, il fallait se résoudre à la présence de ces drôles de créatures. On se mit à chercher du travail en ville. Les moissonneuses-batteuses entrèrent définitivement dans le décor naturel de la vie. Et vint très vite le temps où on ne pensa plus à elles. Plongé dans une douce nostalgie, c'est à peine si Youssef entend crier son nom. Sédic, son cousin germain, lui fait des grands signes de la main. Le vague à l'âme, Youssef salue l'unique membre du douar qui travaille dans cette ferme. En voilà un, pense-t-il, qui s'en est sorti miraculeusement en ayant été embauché ici. Lui au moins n'a plus à s'inquiéter des lendemains. Et Youssef poursuit sa longue marche. 1 kilomètre plus loin, absorbé par les innombrables petites collines ondulées qui façonnent le paysage des hauts plateaux algériens, la ferme de M. Marcel disparaît entièrement. Youssef se retrouve étrangement seul sur ce chemin qui semble le mener nulle part. Autour de lui, à l'infini, une seule variété de couleurs domine. Le jaune, la couleur de la désolation. La végétation et la terre sont brûlées par les morsures impitoyables du soleil qui règne en maître absolu sur cette contrée désolée. Ce paysage sec et rongé bouleverserait n'importe quel observateur croyant aux bontés de la terre. L'ingratitude du ciel est à la mesure de celle-ci. Il pleut si peu que toute tentative de faire vivre la terre n'est qu'une entreprise jalonnée d'incertitudes et de déceptions. Seul M. Marcel parvient à améliorer le rendement de la production de céréales. Mais à quel prix? Les terres sont labourées par les tracteurs, nourris avec de l'engrais, car M. Marcel dispose des moyens nécessaires à la modernisation de son exploitation. Et c'est un Européen. Tristement, Youssef marche, sans faiblir. Il n'a aucune hâte d'arriver plus tôt que prévu. Il n'a pas non plus de raison de traîner sur le chemin. Il marche vite par habitude. Youssef se sent misérable. Son passé récent ne lui a offert aucun motif de satisfaction. Par la force des choses, l'échec est devenu son partenaire privilégié. Dans le quartier des chiens perdus, lui, moins que quiconque, n'a trouvé la direction du salut. La misère cloître les habitants dans une prison aux 1000 portes verrouillées. Seul un miracle pourrait conjurer le mauvais sort.